Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, on a déjà pas mal de monde en ligne. Bienvenue à notre dernier webinaire Simtrax de l'année 2020. Est-ce que le son est OK pour tout le monde? Si vous pouviez nous faire un petit retour dans le chat. Et est-ce que vous voyez correctement notre écran? Pour Émilie et pour moi-même. Donc, on est présent dans les locaux de l'entreprise, mais les circonstances font qu'on est dans des bureaux différents. Exactement. Même pas dans le même bâtiment, exactement. Oui. Bonjour Régis, bonjour à tous. Bonjour. Donc, ça a l'air OK pour tout le monde. Il y a des pouces. Ouais, super. Très bien, bienvenue. Et sur ce dernier webinaire, donc comme je le disais, de l'année 2020 sur Webikeo, et qui est aujourd'hui sur le thème de la signature électronique avec nos 5 conseils pour l'intégrer à vos processus documentaires. Donc je me présente, je m'appelle Émilie, je suis chargée de marketing chez Simtrax et je suis accompagnée de Jean-Philippe Gélus, notre responsable des ventes, qui va nous apporter son expertise et sa vision besoin entreprise voilà, lors de cette présentation. Voilà, l'idée c'est que je vous fasse le retour un petit peu qu'on a vis-à-vis des échanges qu'on a avec nos clients et lors de nos interventions, lorsque on discute avec des clients qui souhaitent intervenir pour mettre en place une dématérialisation au sein de leur entreprise. Et donc la signature s'inscrit complètement dans cette démarche. Le fait d'évoquer aussi les avantages qu'offre cette signature électronique, je voulais l'aborder avec vous, notamment dans le contexte particulier du télétravail auquel nous sommes en grande partie soumis. Et puis aussi aborder le sujet que, au-delà du simple outil qui va permettre d'ajouter une signature, on parle vraiment aujourd'hui d'intégration. C'est ce sujet qui apparaîtra souvent dans cette présentation, intégration de la signature électronique dans le process des entreprises. Très bien. Et j'en profite également pour préciser qu'au cours du webinaire, on va vous mettre 2 petits sondages. Donc, j'ouvre le premier, qui nous permettra un petit peu d'identifier combien de documents ça représente pour vous, les signatures électroniques. Et on fera un retour en fin de webinaire, je pense, pour que vous ayez tous le temps d'y répondre. Donc, au programme d'aujourd'hui, on va passer assez rapidement sur la signature, sa réglementation et les enjeux. La partie, bien sûr, que vous attendez tous, je suppose que c'est pour ça que vous êtes inscrits, donc nos conseils pour mettre en place avec succès la signature électronique. On va présenter rapidement notre entreprise et on va essayer de garder 5 à 10 minutes de questions à la fin. N'hésitez pas à les poser dans le chat et Margot, notre modératrice d'aujourd'hui, nous les listera dans la partie favoris pour qu'on puisse les prendre une par une et vous répondre. Voilà, on est parti sur un créneau d'une demi-heure parce qu'après, il y a Harry Roselmack qui nous a dit qu'il avait son webinaire qui débutait à 15h30, donc on ne voudrait pas lui prendre trop de spectateurs. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, après Harry Roselmack, ça va être difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis juillet 2016, c'est la réglementation eIDAS qui fixe les critères à respecter pour qu'un procédé de signature électronique soit valide. Donc ça, c'est pour l'Union européenne. Ensuite, d'un point de vue juridique, la signature électronique, elle ne peut être refusée du seul fait qu'elle soit électronique. Alors éventuellement, elle peut être refusée si jamais vous n'apportez pas un niveau d'identification du signataire suffisant. Donc c'est pour ça qu'on va aborder les différents niveaux de signature durant cette présentation. Et d'ailleurs, le plus élevé de ces niveaux, c'est le seul qui ne peut être contesté d'un point de vue juridique. Et on dit alors qu'il est équivalent à la signature manuscrite. Mais au quotidien, majoritairement, on n'a pas besoin d'un tel niveau d'identification. Donc, on reviendra un petit peu en détail par la suite sur ces choses-là. Voilà, donc quels sont les enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qui revient comme demande lorsqu'on a des gens qui parlent de signature électronique, de ce qu'ils souhaitent mettre en place au sein de leur entreprise? Eh bien, on a fait un top 3 en fait des enjeux qui reviennent le plus. Alors, le point numéro 1, le top 1, généralement on commence par le 3, je vais commencer par le 1, c'est réduire le délai de validation de signature, c'est-à-dire avoir un document qui soit le plus rapidement signé pour suivant les processus, obtenir une embauche plus rapide, suivant une commande, réaliser cette commande et honorer, produire jusqu'à la livraison du produit. Donc c'est valable aussi bien avec une entreprise et ses prestataires, une entreprise avec ses clients, qu'ils soient entreprise ou clients particuliers, ou encore une collectivité et ses usagers.
Et puis, c'est aussi pour répondre au contexte du besoin des télétravailleurs. Le point numéro 2, c'est apporter de la sécurité. Donc, cette sécurité, elle se traduit de différentes manières. C'est éviter la perte des documents, éviter le manque de confidentialité, un petit peu comme le parapheur qui passe de main à main. Là, on s'assure que le document est uniquement lu par la bonne personne et surtout signé par la bonne personne, et garantir l'intégrité du document, c'est-à-dire la non-modification. Voilà, on va s'assurer de manière générale que c'est la bonne personne, en tout cas, qui signe ce document. Et le point numéro 3, bien, c'est garantir la traçabilité, c'est-à-dire savoir à tout moment où se trouve mon document qui est en cours de signature, dans les mains de quelle personne qui bloque en fait le process pour éventuellement pouvoir le relancer. Et puis même après coup, lorsque le document est signé, eh bien, c'est revenir sur le circuit pour savoir dire à quel moment ça a été signé, par qui, et resuivre comme ça les différentes étapes. Hors du top 3, quelque chose qui peut-être vous intéresse, hein, parfois c'est simplement pour des obligations légales. Par exemple, pour les marchés publics, lorsqu'on répond à un appel d'offres, il faut rajouter une signature électronique. On parle de certificats parfois RGS 2 étoiles, vous en entendrez parler. Eh bien, voilà, c'est une 4e raison, mais elle n'est pas sur notre podium. D'ailleurs, on a un petit sondage suite donc à ces enjeux. Donc, je l'ouvre, vous le retrouverez au même endroit que le premier. Donc, si on passe à la suite avec notre conseil numéro 1. Donc, il faut, en premier, pour nous, notre conseil numéro 1, c'est de déterminer le niveau de signature qui sera adapté à vos besoins. Alors, comment savoir quel niveau vous avez besoin? Déjà, en connaissant les différences entre ces niveaux. Donc, un peu plus tôt, nous avons évoqué que la signature électronique, elle est recevable vis-à-vis de la loi. Si on veut être vraiment précis, le terme de signature électronique est le terme générique qui regroupe tous les types de signatures. Et donc, quand on passe donc au niveau, on se rend compte qu'il y a différents niveaux en fonction du type de document. Puisque ce n'est pas le même niveau d'identification des signataires qui est requis. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure. Ça paraît peut-être un peu flou, mais on va rentrer dans le détail. Donc, déjà, le niveau, si on commence par le plus élevé, le plus sécurisé, c'est celui de la signature électronique qualifiée, qui est pour les documents à fort facteur de risque, tels que les actes authentiques. Donc, par acte authentique, on entend acte d'avocat ou les actes auprès des organismes publics, notamment les signatures de marché public. Mais ça ne représente que 5% des usages. Voilà, donc ça, ce sont des appellations qui sont issues de l'EDAS. Hein. Ça permet de catégoriser un petit peu, et puis en face de chacune, on aura une spécification technique ou éventuellement des choses à préciser pour remplir en tout cas aux différentes contraintes. Donc si on parle de cette signature électronique qualifiée, eh bien, ce type de signature requiert l'usage d'un certificat qui est délivré après vérification de l'identité, excusez-moi. Généralement face à face, mais maintenant c'est aussi possible via caméra, et avec échange de documents d'identification. Donc ce certificat, il est fourni par un tiers de confiance et il est délivré sur un support, au sens un support matériel. Donc par exemple, une clé USB. Voilà, si on retire la clé USB, on ne peut pas signer de la même manière que si on veut payer avec une carte bancaire. Si on retire la carte, on ne pourra pas payer. Voilà, donc si une entreprise doit gérer beaucoup de signatures pour ses collaborateurs, on parle parfois de boîtier HSM. C'est-à-dire c'est un boîtier qui se trouve sur le réseau d'entreprise et qui va stocker les différentes signatures. Voilà. Donc déjà, il y a la notion de signature et quelle est la solution technique qui va répondre en fait à mon besoin. Une autre possibilité pour simplifier et pour permettre la signature via le web, que ce soit pour une signature à distance ou via un terminal mobile comme le téléphone, il existe aussi des solutions de stockage de certificats dans le cloud. Voilà. Donc là, par rapport à ce type de signature, comme moi, là, vous constatez que c'est assez contraignant. Et en fait, très concrètement, à l'heure actuelle, il y a très peu de signataires qui possèdent une signature qualifiée. Donc, on va passer à l'autre type de signature. Donc l'autre type, si on continue donc dans nos niveaux de sécurité, donc on va dire que c'est un petit peu l'intermédiaire, on trouve la signature électronique dite avancée. Elle est notamment utilisée dans le secteur bancaire pour tout ce qui est transactions financières assez conséquentes ou alors des documents avec des enjeux juridiques importants. Mais c'est pareil, elle ne représente que 15% des usages parmi la signature. Pas grand-chose à rajouter de plus, si ce n'est dire qu'en fait, pour ce type de signature, il n'y a pas forcément une réponse technique systématique. Et concrètement, en fait, suivant les solutions proposées dans le marché, parfois proposeront une signature qualifiée pour remplir des contraintes de signature électronique avancée, parce que comme on dit, qui peut plus, peut le moins.
Et donc maintenant, on va passer donc au dernier niveau de sécurité, donc qui est la signature électronique simple. C'est celle qui est adaptée à quasiment tous les documents d'entreprise, tels que les bons de commande, les bons de livraison, les devis, les contrats. Voilà, donc c'est la plus adaptée et c'est celle qui correspond à 80% des usages, donc le reste des signatures qui sont effectuées au quotidien. Voilà, c'est le plus simple à mettre en place et ça veut donc dire que ça peut être rapidement mis en place chez vous. Donc, ce type de signature, en fait, ne nécessite pas de support ni de démarche, en fait, avant auprès de tiers de confiance pour pouvoir signer. Elle s'adresse donc au plus grand nombre de types de documents et au plus grand nombre de signataires, quels qu'ils soient. La seule contrainte se résume à disposer d'une boîte email et d'un navigateur web. Donc, comme ce type de signature ne met pas en œuvre un support qui contient l'identité du signataire, l'objectif, ça va être de mettre en œuvre des moyens probants, des moyens qui vont prouver que c'est la bonne personne, notamment, qui va signer. Donc, s'assurer que c'est bien la bonne personne qui signe le document, il y a deux moyens pour ça, qui sont assez répandus par rapport à ça, qui sont basés sur l'accès restreint à une ressource, donc comme l'utilisation de l'email, et le code SMS. Voilà, concrètement, la personne qui ouvre le document depuis sa messagerie est en possession des droits d'accès, et la personne qui reçoit le code SMS, qui est donc normalement la même personne, est en possession du téléphone. On parle alors de double authentification. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'on va pouvoir rajouter pour renforcer en fait cette valeur. Eh bien, c'est par exemple des moyens qui vont être basés sur la localisation, réutiliser en fait les coordonnées fournies par le téléphone. Ou alors, lorsqu'on utilise n'importe quel type de terminal, mais c'est valable aussi sur les PC, réutiliser l'adresse IP qui va rajouter une information quant au terminal utilisé. Voilà, donc toutes ces informations, elles doivent se retrouver dans le document. Alors, dans le document, on n'entend pas forcément le côté visuel du document, mais être intégré dans le fichier du document. Et on parle ainsi de fichier de preuve, puisqu'on va compléter le document avec ces informations annexes. Et toutes ces informations, ce document ainsi que tout ce qu'il faut avec, eh bien, toutes ces informations seront scellées avec la date et l'heure de la signature et sur lequel on va rajouter un certificat qui sera fourni par l'application. Alors là, je parle de certificat. Attention, ce n'est pas un certificat qui va garantir l'identité du signataire. Ici, ce certificat, il a pour unique but de dire que le document n'a pas changé entre la demande de signature et la signature, si ce n'est le fait d'apposer cette signature. C'est donc juste pour sceller le document et donc et ainsi éviter la modification du document, ou du moins s'il est modifié, en tout cas prouver qu'il a été modifié et donc qu'il n'est plus valable. Super. Bon. Maintenant qu'on a fait le point sur les différents niveaux de signature, notre deuxième conseil du jour, c'est de repenser vos processus de signature. Donc pour cela, on a un petit conseil dans le conseil. Donc on vous donne les étapes à suivre déjà pour bien faire le début du travail. Donc il faut lister tous les processus à dématérialiser afin de s'assurer de l'étendue du projet en fait. Quels sont les documents, les personnes impliquées, à qui comment ça va s'organiser. Ensuite, il faut définir vos circuits de validation. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est qui reçoit quoi, dans quel ordre, et notamment détecter les optimisations possibles dans ces processus-là, puisque la signature électronique amène d'autres avantages. Voilà, il y a d'ailleurs des actions aussi qui doivent être définies à chacune des étapes. Est-ce qu'on demande une validation, une signature, un rajout d'informations, etc. Exactement, sachant qu'elles peuvent être faites en parallèle du coup, du fait que ce soit dématérialisé. Et dernière étape, pour bien repenser vos processus de signature, c'est de mettre à jour vos informations. On ne peut pas faire transiter un document électronique comme on ferait transiter un document papier de bureau à bureau. Il faut être sûr que le bon document soit envoyé à la bonne personne, donc il faut mettre à jour son annuaire d'entreprise, les coordonnées partenaires, les coordonnées clients ou les emails, s'assurer ou les numéros de téléphone d'ailleurs, que tout soit OK pour pouvoir avoir un processus fluide et efficace. Et je dirais même irréprochable. Voilà, et donc attention parfois à ne pas répliquer à l'identique vos processus manuscrits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut être tenté de répliquer ce qu'on faisait au niveau du papier avec un document électronique. Mais en fait, un document électronique n'est pas un document papier. Et donc, on va essayer de tirer parti des avantages qu'offre la signature électronique et de ses possibilités. Profitons-en. Tout d'abord, on va parler d'un cas simple de signature, par exemple le contrat. On va parler du paraphe. Par exemple, sur le document papier, on demande systématiquement au signataire de parapher chaque page.
Il y a deux intérêts. Tout d'abord, c'est s'assurer que les pages soient lues. Bon, en l'occurrence, je suis pas sûr que lorsqu'on rajoute le paragraphe, on l'ait lu, mais c'est le premier intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est surtout de s'assurer qu'il n'y a pas eu de pages qui ont été rajoutées ou éventuellement retirées après la signature. Eh bien, typiquement, dans le cadre d'un document électroniquement signé, c'est standard de rajouter un certificat pour sceller le document, ce qui assure son intégrité. Il est donc non modifiable. Donc, en fait, aucun intérêt de rajouter des initiales, étant donné que la signature intègre le fait de dire que toutes les pages sont présentes du début à la fin d'un document. Une autre notion, c'est le fait de rajouter des mentions. Prenons le cas du lu et approuvé. Il n'a pas franchement de valeur juridique, il est juste là pour attirer l'attention du signataire sur le fait que ça engage sa responsabilité en signant le document. Eh bien, dans un process de signature électronique, il y a bien d'autres moyens pour attirer l'attention à de nombreuses reprises. Et donc, on va lui éviter cette action-là et donc faciliter la signature et accélérer, puisque, en gros, en quelques clics, on pourra signer le document. Ensuite, on peut tirer parti de cette partie électronique pour remplir ou pré-remplir certaines informations de manière fiable. Le nom de la personne qui signe, pourquoi le demander puisqu'on sait à qui on envoie. La date, et on va éviter ainsi des contrats antidatés, éventuellement avec des problèmes juridiques que ça représenterait. La date au moment de la signature, on la connaît informatiquement, on va donc la poser directement. Et on pourrait même se poser la question du lieu, étant donné qu'on a la position GPS, ça remplace le signé à Nîmes le tel jour. Voilà, en tout cas, la signature apporte un certain nombre de possibilités et ce qui est essentiel, c'est la signature, mais pas que. Il y a aussi le processus de validation qui est derrière cette façon de signer. Et par rapport à ça, c'est vrai que la signature électronique, elle apporte aussi des éléments intéressants, comme par exemple lorsqu'on veut soumettre un document à signer en parallèle à deux personnes. Donc par exemple, deux personnes qui vont prendre un appartement en commun, ils habitent donc à deux endroits différents. Et si on est au format papier, je lui envoie la signature, alors arbitrairement d'abord à lui, qui me renvoie signé, et ensuite à l'autre, qui va devoir retourner le document signé. Si lui, il prend 5 jours, s'il prend 3 jours, je rajoute les deux, ça me fait 8 jours. Avec des processus numériques, électroniques, on va pouvoir envoyer le document aux deux personnes en même temps qui vont signer, et donc ça sera juste le plus lent qui fait traîner la signature, c'est-à-dire ici, ça prendrait 5 jours. Voilà, et dernier point, c'est le fait de pouvoir récupérer et réintégrer les documents, voire les données directement dans votre organisation, votre logiciel métier. Et je crois qu'on en reparle après. Très bien, cela fait le lien avec notre conseil numéro 3, qui est d'industrialiser les processus de signature. En effet, pour envoyer un document à la signature, il y a souvent toute une procédure à suivre et c'est particulièrement le cas dans un processus dématérialisé. Donc, il faut déterminer tous les paramètres de votre circuit ou workflow, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais il faut déterminer le nom, l'email, le téléphone, éventuellement la position de la signature. Et alors qu'en vrai, ce qui est l'élément clé, c'est dans la démarche, c'est la dématérialisation. Donc, c'est d'aller le plus vite possible et de pas passer par le papier. Donc, en fonction du type de document, du demandeur et de ce que va devenir le document signé, il y a deux moyens d'industrialiser vos processus. Donc, soit une méthode manuelle, ou alors une méthode automatique. Et si on part de la méthode manuelle qui va vous permettre d'industrialiser, mais pas trop, c'est saisir les données à la main, les informations, positionner éventuellement les zones pour qu'après ça parte à la signature. Donc vous allez gagner du temps sur l'envoi et éventuellement la réception du document en retour. Mais vous n'allez pas optimiser jusqu'au bout. Et c'est donc adapté pour tout ce qui est faible volumétrie de signature, ou alors pour les documents qui sont vraiment non standardisés, où vous avez ce besoin de personnalisation. Voilà, donc là, se pose la question de faire du tout automatique, et c'est ce qu'on préconise, c'est-à-dire tirons parti des solutions informatiques et de toutes les possibilités que ça offre pour éviter les erreurs et se simplifier la vie. Donc, par exemple, la définition automatique du workflow de signature peut se faire de différentes façons. Si on prend un type de document, par exemple le bon de commande, qui est un exemple habituel, il y a des points communs sur tous les documents qui viennent en l'occurrence de votre logiciel métier. La position de la signature, la page sur laquelle la signature sera ajoutée et éventuellement le nombre de signataires. Toutes ces infos, on va les retrouver dans le document ou alors pouvoir aller les récupérer par un autre biais. Donc l'intérêt du process automatique, c'est de rajouter de l'intelligence, c'est-à-dire à partir du nom ou d'un identifiant, de retrouver les emails ou les numéros de téléphone des destinataires pour leur envoyer automatiquement ce document. Et ainsi, on va déposer le document dans le bon circuit. Donc tout ça, ça peut être facilité si les documents à signer sont issus
encore une fois, de votre logiciel métier, c'est-à-dire de votre logiciel comptable, de votre CRM, ou à partir d'un fichier, lui, qui serait mis à disposition par votre système informatique, de manière générale, et qui pourrait contenir toutes ces informations. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de connexion avec le système d'information, je dirais même interconnexion, c'est-à-dire on récupère des infos, mais on est en mesure d'avoir un outil qui va échanger avec ce logiciel métier pour récupérer les informations et faire exactement ce qui est attendu. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'en plus des consultations de vos bases de données, via des requêtes SQL, techniquement, on pourra aussi récupérer des informations en interrogeant, par exemple, l'annuaire informatique de votre entreprise pour récupérer des informations sur l'utilisateur lui-même ou alors sur son manager, c'est-à-dire en gros pouvoir respecter la hiérarchie en place qui est déjà paramétrée. Et donc, connecter effectivement à votre système d'information, mais tout de même indépendant. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas être dépendant de l'ERP. Si vous avez des éléments, des documents qui doivent être signés à l'extérieur de votre entreprise, eh bien, il faut que le document puisse être signé par, en gros, n'importe quel signataire, que ce soit sur un terminal mobile ou son propre PC. Voilà, alors là, je rajoute juste une petite anecdote. C'est que souvent, lorsqu'on met en place des processus automatiques chez nos clients et donc on répond exactement à ce qui était prévu dans les contraintes initiales, et ben on se rend compte que le document lui-même, on se dit, maintenant qu'on a mis en place, le document pourrait être plus évolué ou plus adapté pour qu'il y ait des éléments encore plus visibles qui vont permettre de faciliter le fait de signer un document. Donc, rendre les informations visibles et donc s'assurer que le document correspond exactement au contenu attendu et à l'image que je veux donner de mon document auprès de mon signataire. Donc, ça fait le lien avec notre conseil suivant, de penser à l'après-signature. Donc là, on a vu tout ce qui était avant. Maintenant, on doit penser à l'après-signature. Que deviennent vos documents après les avoir signés? Qu'en faites-vous? Donc, on a dit que les données venaient souvent du système de gestion. Même un courrier que vous pensez faire manuellement, au final, une partie des informations, elles sont issues de votre système de gestion, telles que l'adresse ou le nom du destinataire. Donc comme pour la création, on l'a dit un peu plus tôt, il faut savoir dans quel circuit envoyer le document une fois signé. Et toujours, on a l'étape manuelle. Donc, soit quelqu'un reçoit le document et le classe manuellement. Il faut éviter l'impression parce que sinon, on perd la valeur probante de la signature électronique. C'est très important. Et sinon, il y a aussi la méthode automatique que Jean-Philippe a un petit peu abordée donc pour le circuit, mais c'est valable aussi en réception du document signé. Exactement. Donc, les actions qui sont à effectuer automatiquement, la plupart du temps, en fait, elles sont déterminées en fonction du type de document. C'est-à-dire qu'on sait que le bon de commande, une fois signé, doit revenir au sein de l'entreprise, être classé et être transmis auprès de telle ou telle personne. Ça, on va l'automatiser. Et comme ça, on va pouvoir récupérer les informations qui sont dans le document, comme le numéro d'identification, une date, un nom de société, pour exécuter directement toutes les actions automatiquement. On parle alors, puisqu'on parle de démat, d'archivage électronique, d'envoi par email automatique et de remontée de documents. Alors, dans le logiciel métier, pour conserver côté utilisateur l'accès à toutes les informations depuis la même interface, ou alors remonter l'information, remonter le document plutôt dans la GED utilisée au sein de l'entreprise. Et donc, en tout cas, rendre ce document accessible à tous. Voilà, le cycle de signature, en gros, il vient de l'ERP, le document est signé et il revient dans l'ERP dans un processus automatique qui doit être donc rapide et fiable. Voilà. Et même, on peut aller un petit peu plus loin par rapport à cette validation, c'est dire, bien une fois que le document est signé, si j'ai un process, moi, au sein de l'entreprise qui va me permettre de générer la production, on a par exemple des cas parfois où on va notifier la production lorsqu'une commande est validée, voire même déclencher des actions telles que le lancement de processus de préparation de commande lorsqu'on a des équipements industriels qui s'y prêtent. C'est les atouts de l'informatique. Alors, je vous montre un petit peu un exemple assez représentatif. C'est l'exemple du commercial qui génère un bon de commande depuis son CRM. En gros, il génère une commande qui va se transformer sous forme de document et ce document va être éventuellement validé par le responsable commercial. Donc là, on parle d'une validation interne, il n'y a pas obligatoirement de signature. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où c'est validé, que le destinataire est notifié par un email. Il reçoit le document à signer, il peut le consulter et après ajout du code reçu par SMS, va pouvoir apposer sa signature.
Le document est donc signé. Et donc, dans le process, ce qui est important, c'est de pouvoir rajouter un certificat pour, comme je disais tout à l'heure, sceller le document. Et donc, on a un retour au niveau de l'entreprise pour remplir les contraintes, c'est-à-dire, comme je le disais, archivage, retour dans le CRM ou tout autre besoin technique qui pourrait se faire en fonction de ce document signé. Alors, je vais vous présenter un cas qui se veut court, parce que le temps passe, mais simplement pour vous montrer quel type d'interface on peut avoir et partir de ce type d'email, c'est-à-dire une commande qui part et qui est soumise à signature auprès d'un destinataire. Donc, le destinataire, il reçoit dans l'idée un message qui doit être personnalisé. Parce que si c'est un message générique, il se peut qu'il passe directement à la poubelle sans même avoir été lu, étant donné que l'information ne lui parle pas. Donc, l'email est important. Et donc, ici, on a une demande d'achat sur laquelle il va falloir intervenir. Et donc, lorsque je clique sur le document, l'idée, c'est de pouvoir directement consulter le document après avoir rajouté le code SMS. Alors, le code SMS, ici, je viens de le recevoir, 806.91. On parle de double authentification, donc on a parlé d'email et de SMS. Et ici, je consulte mon bon de commande. Voilà. Ici, j'ai des éléments que je pourrais rajouter ou que je pourrais modifier, du texte. Et puis, je vais apposer ma signature après avoir consulté l'ensemble du document. Ici, le bon de commande avec les conditions générales de vente. J'appose ma signature. Alors ici, plusieurs possibilités. Soit je saisis mon nom, puisqu'on s'est déjà assuré que c'était la bonne personne. Soit je peux éventuellement signer en dessinant. Alors, on peut le faire sur un PC. C'est vrai que c'est d'autant plus jouable depuis une interface mobile, depuis un téléphone. Ou alors, j'upload une signature existante. Voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Je valide mon document et donc mon demandeur va être notifié comme quoi le document a été signé. Quel résultat on a en face? Eh bien, les différentes personnes sont notifiées comme quoi le document a été signé, le demandeur et le signataire, et on retrouve notre document final. Alors, le document final, on va regarder rapidement. Alors, je vais l'ouvrir par un autre biais. Donc, déjà, simplement pour vous montrer que ce document a été complété, en fait, par ce qu'on appelle un fichier de preuve. Fichier de preuve qui contient, en fait, la description chronologique des différentes actions qui ont eu lieu sur le document, la création du document, l'envoi d'email, l'envoi du SMS, à quel moment il a été accédé et à quel moment il a été signé. Donc ici, c'est relativement simple. Il y a une seule action de signature, mais lorsqu'on en a plusieurs, on est bien content de savoir quels sont les utilisateurs qui sont intervenus, avec quel numéro de téléphone. Et comme ça, après coup, on sait exactement dire ce qui s'est passé sur ce document. Alors, je voulais aussi montrer un élément complémentaire. Je regarde si j'ai l'information. Voilà. En ouvrant ce document par un autre biais, simplement pour dire qu'on peut aussi, j'aurais voulu vous montrer en fait le fait de retrouver le certificat électronique qui est apposé automatiquement. En fait, ce certificat électronique, encore une fois, son intérêt, c'est de dire que le document est horodaté. À partir du moment où le document a été signé, on sait que c'est à tel jour, à telle heure. Et puis surtout, si ce document est modifié dans le temps, eh bien en fait, on saura dire qu'il y a eu une correction. On n'est pas en mesure d'interdire la modification d'un fichier, parce que n'importe qui peut arriver à modifier le PDF. Par contre, ce qu'on sait dire, c'est qu'il y a une action sur ce PDF et que ce PDF n'est pas conforme au document d'origine. C'est ainsi qu'on garantit l'intégrité du document. Dernière chose que je voulais vous montrer, eh bien en fait, c'est le fait d'utiliser en fait une solution qui va permettre de suivre l'accès au document. Donc, soit côté utilisateur, savoir dire à tout moment, eh bien, quels sont les documents que j'ai demandé auprès de mon signataire à faire signer. Donc ici, si je regarde mes documents, c'est vrai que j'en ai pas dans mon exemple, mais c'est soit des documents que moi je dois signer, soit des documents que mes destinataires doivent signer. Et puis, si je me place ici en tant qu'administrateur, avoir cette vision globale de savoir dire sur tous les documents qui ont été envoyés à la signature, lesquels sont en attente de signature et lesquels ont été signés, quelles adresses mail ont été utilisées et quels numéros de téléphone ont été utilisés. Voilà, un exemple parmi tant d'autres.
Et donc là, ça fait le lien avec notre dernier conseil du jour. Donc nous vous conseillons de choisir une solution plutôt qu'un outil, puisque beaucoup d'outils maintenant proposent la signature électronique, donc voire même en ligne de façon assez simple. Mais en fonction de vos besoins, surtout si vous avez une grosse volumétrie de documents à traiter, nous on vous conseille de faire appel à une solution pour avoir tout ce qui est tableau de suivi et interface simple de gestion de vos documents. Voilà, on va aller au-delà de la simple réception de liens par email. Et donc, l'intérêt d'avoir une interface dédiée, c'est vraiment de pouvoir catégoriser les demandes, catégoriser par type de document peut-être, savoir éventuellement aussi prioriser les demandes de validation. Hein, si on a quelque chose qui est en cours de blocage au sein de l'entreprise, pouvoir valider ce document en urgence et on laissera les autres en attente. Lorsque on a un email de temps en temps, c'est jouable. Lorsqu'on a beaucoup de signatures ou voire la possibilité de rajouter ou du moins de signer des documents par lot, c'est encore mieux. Voilà. Et puis cette interface, elle doit aussi permettre de consulter des données qui vont accompagner le document, c'est-à-dire pas forcément être visible, mais pouvoir permettre de faire des recherches sur les documents. Et enfin et surtout, c'est ce que je montrais, pouvoir suivre les statuts des documents et éventuellement avoir un reporting un petit peu de toutes les erreurs qui pourraient être rencontrées, par exemple, lorsque l'email ne parvient pas à la personne ou parce qu'il avait été mal saisi à un moment donné au niveau du processus. Voilà. Donc, il faut trouver le bon logiciel adapté à la signature pour remplir l'ensemble de ces contraintes. Exactement. On a un petit peu dépassé. Oui. Donc, on avait les avantages sur la slide suivante. Je peux peut-être les évoquer rapidement pendant que tu prends connaissance des questions qui sont dans la partie favoris, puisque je vois qu'on en a quelques-unes. Et promis, on essaie de répondre rapidement à tout ça. Donc, on les a évoqués un petit peu au fur et à mesure de cette présentation. Donc, les avantages principaux de la signature électronique, ceux qui reviennent régulièrement, c'est notamment la réactivité. Donc, on peut signer le document n'importe quand et n'importe où. C'est très pratique, notamment actuellement avec tout le télétravail, mais ça peut l'être aussi pour vos travailleurs mobiles. Ensuite, on s'adapte. N'importe quel support peut permettre la signature électronique, tel qu'un ordinateur, une tablette, un smartphone. C'est la possibilité d'automatiser. Donc, on est revenu assez longuement dessus. C'est que ça vous permet d'industrialiser et voilà, de franchir des étapes. Auparavant, il vous fallait 8 jours. Maintenant, potentiellement, en 5 minutes, un document peut être signé grâce à l'automatisation et la mise en parallèle de certains processus. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est la traçabilité des documents et leur sécurité, puisque vous vous assurez de la hiérarchie, du respect de la hiérarchie, mais également de savoir où est le document, est-ce qu'il a été signé, est-ce qu'il est en attente, est-ce qu'il a été reçu. Donc maintenant, c'est assez rapide avec les emails. Auparavant, il fallait attendre le courrier NPAI de la Poste. Maintenant, c'est plus le cas. On le voit assez rapidement que l'email n'est pas arrivé à bon port et que du coup, le document ne peut pas être signé puisque son destinataire ne l'a pas reçu. Donc, on va passer aux questions. Je pense que tu as pu lire les premières. Oui. Donc, j'ai vu une question de Pierre qui est: le destinataire peut-il joindre des documents à un document signé électroniquement afin que les documents joints soient englobés dans le document signé? Eh bien, en fait, la solution la plus simple, c'est de concaténer les documents, c'est-à-dire joindre au document initial des pages annexes. On parle des conditions générales de vente, ça pourrait être pour une facture le fait de joindre les bons de commande. Donc, la solution la plus simple, c'est celle-ci. Et donc, une fois généré ce gros document, c'est ce document qui va être signé et on ne pourra plus détacher les pages après coup. Sachez qu'il existe aussi des possibilités. Maintenant, avec les nouveaux formats de PDF, on peut intégrer des fichiers structurés dans des PDF et rajouter aussi des pièces jointes dans un même PDF. On peut aller au-delà pour les considérer vraiment en tant que pièces jointes et non pas uniquement comme page annexe. Je vois que j'ai répondu à la question. Ouais, je pense. On a une question suivante. Comment s'assurer que le document ne sera pas modifié? Oui, merci Rachid. Donc en fait, encore une fois, on ne peut pas vraiment interdire la modification. Il y a suffisamment de solutions qui permettent de modifier ou des hackers qui pourraient modifier quoi que ce soit. L'idée, en fait, c'est pas vraiment de rendre la modification impossible, mais plutôt de détecter la modification. Et comme je disais tout à l'heure, si on ajoute un certificat, souvent vous voyez apparaître la petite coche verte comme quoi la signature est valable. Et à partir du moment où ce document a été modifié a posteriori, cette petite coche verte va disparaître au profit d'une croix rouge en disant attention, ce document n'est pas conforme parce que depuis sa signature, il a évolué.
Il y a aussi les questions de Maxime. Pour signer via un téléphone ou une tablette, existe-t-il une application? Alors, c'est vrai qu'il y a des solutions qui existent sous forme d'application. L'intérêt de l'application, ça sera peut-être de gagner du temps lorsqu'on parle de signature au sein de l'entreprise. Maintenant, ça a ses limites lorsqu'on parle d'une signature, lorsqu'on va demander à un client qui est externe dans l'entreprise. On ne va pas lui demander de télécharger une application juste pour signer le document. Donc pour ça, ce qui est préconisé, c'est vrai que c'est l'interface web parce que c'est universel et que ça soit au sein de l'entreprise ou externe à l'entreprise, pas besoin d'application, il suffit d'avoir un accès web et d'accéder pour signer le document. On a une autre question en dessous. Vous parlez de signature électronique, mais je lis parfois signature numérique et signature digitale. Quelle différence? Oui, alors de notre côté, signature digitale et signature numérique, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est lorsqu'on fait appel en fait à un certificat électronique qui va être apposé sur le document. Je voulais rajouter un complément d'information. Voilà, donc ce certificat, il doit être fourni par un tiers de confiance. En tout cas, pour moi, numérique et digital, c'est la même chose. Maintenant, il ne faut pas confondre avec signature numérisée. Parce qu'on pourrait sous-entendre que ça a été numérisé par l'intermédiaire d'un scanner, c'est-à-dire que c'est juste une image qu'on va rajouter sur un document sans autre valeur. Bah, du coup, c'est en lien ce que tu dis avec la dernière question qu'on a qui est de Anne-Sophie. Pour qu'une signature soit à valeur probante, quelles informations doit-elle contenir? Par exemple, du coup, le scan d'une signature, c'est pas suffisant en fait. C'est toutes les informations de traçabilité et de suivi qui vont permettre de bien certifier le document. Si tu peux nous en dire un Voilà. petit peu Et plus. ça reprend un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va dépendre en fait du document pour dire quelle est la bonne méthode de signature et de pouvoir prouver après coup que c'est le bon type de signature qui a été apposé sur le document. Donc l'idéal, Anne-Sophie, ça serait éventuellement qu'on puisse se contacter pour voir de quel type de signature vous parlez. Mais encore une fois, la signature la plus contraignante sera celle qui aura le caractère probatoire le plus complet, c'est-à-dire la signature électronique qualifiée. On a fait le tour des questions. On a donc Oui. dépassé de 7 minutes nos 30 minutes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Alors peut-être j'ai passé la question d'Anne-Claire tout à l'heure, j'ai pas fait attention. Comment mettre en place la signature électronique avec en tête et pied de page sous Word sans qu'il soit changé? Alors là-dessus, je vais pas savoir répondre parce que c'est vrai que nous, on parle souvent de documents au format PDF. C'est des documents qui sont générés automatiquement par l'intermédiaire de logiciels métiers. Donc, je reviendrai vers vous pour voir si cela implique de rester au format Word ou alors si le passage par une conversion PDF répond à votre attente. Voilà, merci Anne-Claire. Très bien, mais on a fait le tour. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On n'a pas fait la présentation de notre entreprise, mais peut-être qu'on peut faire ça pour les derniers. Enfin, il y a encore pas mal de monde connecté, donc Oui, rapidement, hein, si tu veux, Émilie, simplement pour dire que nous, Simtrax, on est un éditeur logiciel et donc on propose des solutions autour des traitements documentaires en entreprise. Et donc la signature est une des possibilités qu'on propose à nos clients. Et on se trouve à l'échelle internationale, hein, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on se trouve sur Nîmes, mais à savoir qu'on est aussi présent aux États-Unis, en Inde, en Angleterre, en Allemagne. Et ça nous permet en fait de suivre nos clients, qui soient des acteurs locaux ou alors des sociétés internationales, pour assurer un support, pour assurer une implémentation et puis surtout s'assurer que les projets soient réalisés suivant les contraintes initiales. Voilà, donc 7 bureaux et ça représente 3000 installations quand même à travers le monde. très bien. Bon, on a fini avec cette présentation, je pense. Sur la dernière slide, vous retrouverez le contact de Jean-Philippe. Si vous avez d'autres questions un peu plus poussées, techniques, ou si vous voulez aborder vos besoins en dématérialisation avec lui, n'hésitez pas à le contacter. Et on vous a aussi mis le lien vers la démonstration de notre logiciel. Vous pouvez le tester sur notre site internet. Donc voilà, vous pouvez signer électroniquement l'un de vos documents. Donc vous Voilà, allez vous recevoir choisissez, c'est vous qui choisissez le document là. Exactement. Et je crois que vous allez recevoir cette présentation en PDF par email grâce à Webikeo. Mais sinon, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Vous retrouverez dans notre partie validation et signature la démonstration de notre logiciel. Oui, voilà. Et la présentation pourrait être consultable en replay, si je ne me trompe pas. Aussi, effectivement, le webinaire sera disponible en replay. Ok.
Bon, il y a peut-être des questions qui sont revenues entre-temps. On les traitera, c'est déjà 15h40 si ça vous dérange pas. Je vous propose de s'arrêter là-dessus et puis de vous dire à bientôt pour une prochaine présentation, peut-être sur un autre sujet. En tout cas, forcément lié aux documents électroniques en entreprise. Exactement. Et ce sera l'année prochaine. Donc, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, au mieux, hein, pour tous, et en espérant qu'on puisse, avancer sur ces sujets avec vous et à l'année Mmh. prochaine, du coup. Mmh. Merci Émilie et puis merci à vous tous. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.